Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage des régimes militaires qui ressurgissent sur le continent. Mes deux invités sont restés avec moi, David Assiba-Johnson et Loïc Le Floch-Prigent. Loïc Le Floch-Prigent, en 90, Mitterrand tient un discours, le fameux discours de la Baule, oui, où il dit à ses homologues africains, il n'est pas possible de se développer sans la démocratie. Les deux vont de pair. Vous connaissez très bien l'Afrique. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on en soit à parler de recul démocratique sur le continent? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on a mal eu, c'est pour ça que je vous disais pas tout à l'heure de la culture judéo-chrétienne arrivant à la démocratie chez nous. Oui. Et on a cru que ce modèle était un modèle qui pouvait s'appliquer partout. Ça, c'est intéressant. Je dis que ça, c'est pas vrai. Et qu'il fallait reprendre, et c'est pour ça que j'étais complètement d'accord avec le professeur, même s'il n'est pas d'accord avec moi, mais d'accord, sur le fait qu'on n'a pas regardé ce qu'était la possibilité de développement d'une démocratie africaine. C'est-à-dire sans forcément considérer qu'elle était transposer le modèle français chez nous est une erreur. Issue du modèle. Et qu'on a considéré dans ces pays et dans les pays qui regardaient l'Afrique qu'il y avait des élections, donc celui qui était élu, il était démocrate. Et c'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça se passe en Afrique. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. C'est-à-dire que c'est pas ça l'Afrique. Et donc, il fallait qu'il y ait une génération qui se dise la démocratie en Afrique, c'est-à-dire l'expression du peuple libéré et cultivé, ben, c'est pas forcément la suite du judéo-chrétien ou c'est pas forcément la suite du latino-hellène. C'est pas forcément parce qu'il y a une culture africaine. Alors, c'est arrivé en même temps que des gens qui niaient la culture africaine, qui niaient l'existence de quelque chose. Comment se fait-il que les gens, enfin, De Gaulle par exemple, et ceux qui l'entouraient n'aient pas eu l'intelligence de comprendre et de constater que les modèles ne sont pas transposables? Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas intellectuellement, ils ne pouvaient pas, parce c'était la pensée universelle telle que nous l'avons développée au moment des siècles des Lumières, des Lumières, conduisait l'ensemble de notre intelligence à considérer que nous étions le progrès universel et que par conséquent les autres devaient jouir de ce progrès universel. Et c'est un peu la citation de Jules Ferry tout à l'heure, du professeur qui était... La mission civilisatrice. Et donc, c'est pas ça qui se passe. Alors maintenant, les soubresauts que le dit très bien le professeur, c'est-à-dire que le fait d'avoir quelqu'un qui trafique les élections successivement et qui reste au pouvoir très longtemps n'est pas un gage de démocratie, pour moi. Et donc je considère qu'effectivement, on a tordu la démocratie à l'occidental dans les pays africains, d'où les coups d'État. Bon, mais le coup d'État n'est pas aussi quelque chose. Enfin, le fait qu'on prend des militaires, n'est pas pour moi un moyen d'expression issu des Lumières. Voilà. L'idée qu'on va aller dans le bon sens. Bon, donc il faut arriver à retrouver. Je vous laisse la parole, professeur. Sans problème. Je vous laisse la parole. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas qu'on se puisse la parole. Je vais aller jusqu'au bout de mon argumentation. Et donc moi, qui ai un sentiment empathique pour l'Afrique, je dis il faut qu'ils trouvent leur version. Alors, est-ce que le Ghana ou est-ce que d'autres pays sont en train de mieux la trouver que les nôtres? J'en sais rien. Mais disons qu'il faut qu'il y ait une expression du peuple et que le peuple se sente libre et se développe. Alors, parmi les choses qui, moi, me navrent complètement, alors c'est du point de vue économique, c'est que effectivement, l'argent que nous avons essayé de dépenser à une période qui est la mienne pour développer industriellement l'Afrique, c'est-à-dire utiliser les matières premières pour faire des produits vendables, ont été complètement dévoyés, mais
pour partie à cause des dirigeants africains. Oui, mais avec la complicité, de nos partenaires au développement, nos soi-disant partenaires au développement. Avec la complicité, alors que le sujet fondamental de l'Afrique, c'est j'ai des ressources naturelles, il faut que je les transforme localement, et que je les industrialise. Et si jamais il n'y a pas d'industrie africaine, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est ça qui a été... Alors je dis qu'à l'heure actuelle, les partenaires, les généreux partenaires actuels sont encore pires que les anciens de mon point de vue. On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Mais le sujet, c'est le développement industriel qui permet de se prendre des ressources et de les amener. C'est-à-dire que le fait de dire la Guinée-Bissau, c'est le roi de la noix de cajou, et la noix de cajou part en Inde, et c'est les Indiens qui s'occupent de la noix de cajou, et elles nous reviennent, y compris en Afrique de l'Inde, c'est absurde. Mais nous n'y sommes pour rien. Oui. Hein, mais c'est ça la réalité. Oui. Mais il y a des points importants sur lesquels on revient à la question monétaire et la question des plans de développement, etc. L'influence au niveau du FMI et de la Banque mondiale, l'instrumentalisation de ces institutions. Et là, on est dans un autre problème. On est dans un autre problème. On reviendra là-dessus, on évoquera ces points. Mais c'était pour raccrocher un peu ce que disait le professeur très bien de mon point de vue, et ce que je disais qui n'est pas en disharmonie, qui est simplement, il faut savoir quelles sont les périodes. Bien sûr. Comment, oui, très bien. Très rapidement, professeur. Je ne voulais pas nier ce que Focard avait écrit. C'est pas mon problème. Focard n'est pas mon problème. Vous allez faire le décompte du temps et vous allez voir que je n'ai que 3 minutes depuis lors. Ne vous inquiétez pas. Loïc Lefort-Prigent a eu l'honnêteté de reconnaître que la France s'est trompée en pensant transposable son modèle en Afrique. Que ça a été une erreur de penser qu'on pouvait transposer un modèle qui est le fruit d'une histoire particulière aux autres cultures. Comment imaginez-vous, la forme de démocratie qui aurait pu, qui aurait dû ou qui pourrait aujourd'hui être la nôtre? La première chose, déjà, ça me gêne intellectuellement que la France vienne dicter ce qu'il faille faire au niveau du continent africain. Bon, maintenant, mais permettez-moi, laissez-moi argumenter. On a besoin de personne. Les institutions naissent des peuples. Si nous n'avons pas l'intelligence de pouvoir élaborer les institutions pour résoudre nos problèmes, c'est que nous sommes des damnés de la terre. N'est-ce pas? Les autres nations sont arrivées. Pourquoi les nègres n'y arriveront pas? C'est un problème qui me dérange, de dire que tout d'un coup, moi qui suis mathématicien, quand je forme mes étudiants, je monte le pas et je dis, bon voilà les idées centrales et on passe à autre chose. Il faut qu'ils travaillent par eux-mêmes. Alors qu'ici, on est dans un modèle où il faut toujours être infantilisé et on doit nous dire ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas à même de pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Eh bon, moi je crois que le problème réel qui se pose à ce niveau, c'est que l'incursion de la France était de trop. Et c'est elle qui a conduit à cette situation justement de bordel ambiant, par euphémisme, qui est présent sur le continent. On fait quoi maintenant? La preuve. Je vais prendre le cas de ce qui s'est passé au niveau du Togo. Important. Lors des élections en 1958 de Sylvanus Olympio, on lui a monté quelques coups et il a été emprisonné au motif qu'il avait fait des trafics de devises et il était en prison. Il y a eu l'organisation des élections. Le gouverneur qui était en place, le parti du CUT, avait gagné les élections. Et le gouverneur disait, comme le parti progressiste Sylvanus Olympio est en prison, il ne peut pas justement pouvoir être nommé Premier ministre intérimaire pour diriger. Mais les Togolais se sont battus, mais ils ont dit, c'est celui-ci que nous voulons. Et ils ont forcé la main contre la volonté du gouverneur pour que Sylvanus Olympio soit libéré des prisons pour justement accéder à la direction de l'État. Ça, c'est un exemple qui est concret, où le gouverneur français s'est opposé. N'est-ce pas? Alors, ne faisons pas l'économie des réalités. Moi, je crois que c'est un scientifique. Il sait très bien de quoi il... Mais il faut nommer les choses. Il faut nommer les choses. Le problème de l'Afrique, elle a besoin qu'on lui colle la paix. Et d'autant plus que cette paix est importante. L'incursion de la France depuis plus de 50 ans n'a absolument rien donné. Professeur, moi je vous laisse. Je m'engage. Je vous laisse parler. Non, je vous laisse parler. Et je rends service. Sauf que ma question c'est, on a bien compris, on a fait l'état. Monsieur, je suis en train de rendre service aux futurs dirigeants français
de pouvoir prendre des nouvelles lignes qui doivent s'inscrire dans la dynamique relationnelle et pour qu'on fasse l'économie de ces situations tendues. C'est justement, il ne faut pas adopter la politique de l'autruche, croire que tout est dans le meilleur du monde. Non, rien n'est dans le meilleur du monde. Je n'attaque pas. Nous parlons de... D'accord. Mais je ne suis pas venu ici pour attaquer mon co-débatteur. Nous sommes venus ici de parler de l'Afrique noire, n'est-ce pas? Donc alors, considérez que mes propos... Non, d'accord, très bien. Je suis en train de bâtir des nouvelles relations, une nouvelle vision que devrait avoir le gouvernement français à l'endroit de ses ex-colonies. Il faut qu'elle sache que des polytechniciens, des mathématiciens, des HEC, nous avons fait les mêmes écoles qu'eux, et nous savons raisonner. N'est-ce pas? On n'a pas besoin. Parfois, nous étions même meilleurs, majors de promo. D'accord. Alors, cette fois-ci, de ce tutoring, vous devez faire ceci. Professeur, je suis obligé de repréciser ma question, parce que j'ai bien compris que votre souci, l'intérêt qu'il y a chez vous de faire un peu l'état des lieux de la situation et de dénoncer effectivement les ingérences françaises en Afrique. On est tous d'accord sur ce point, et effectivement, l'infantilisation, etc. Vous êtes contre, vous l'avez dit, on a compris. Maintenant, la question, professeur, c'est comment envisageons, maintenant que nous sommes conscients de ce qu'on peut se développer tout seul, en tout cas, on peut faire notre chemin tout seul, comment faisons-nous le chemin? Mais c'est la rédaction. C'est ma question. Alors, si vous voulez que j'aille vite, oui, s'il vous plaît. Je pourrais vous dire, mais c'est la rédaction de nouvelles institutions. Rédaction de nouvelles institutions. D'abord, les postes politiques. On devrait interdire d'abord de pouvoir s'enrichir. À la limite, je dirais que le niveau de salaire devrait être suffisamment très bas. Il faut bloquer que les devises... que les capitaux, la mobilité des capitaux, l'interdire, c'est-à-dire la tâche, c'est le développement de la nation, en fait, en réalité. Donc, effectivement, si des barrières sont mises pour rendre impossible l'enrichissement par la politique, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser. D'accord. Vous évoquez la question de l'enrichissement, notamment illicite. Mais restons dans la réalité concrète des régimes militaires. Aujourd'hui, dans la plupart des pays où sont arrivés au pouvoir les militaires, l'activité politique est suspendue. Absolument. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de radio, de télévision qui critiquent le président de la République. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est le terrorisme, etc. On dit, on met tout entre parenthèses. On est en situation de déception. Oui, en situation de déception. Absolument. Le président burkinabé vient de dire... Il n'y aura pas d'élection tant que le pays n'est pas pacifié. Absolument. Sauf que c'est lui seul qui décide quand le pays est pacifié pour passer pour faire des élections. Bon, mais cela dit... Bon, mais voilà. Est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Je n'ai pas dit que c'est cela. C'est la question. Oui, mais d'accord. Mais cela dit, ce qui est important aussi, il faut faire une rétrospective historique. Prenons le cas de la Corée du Sud. Le cas de la Corée du Sud. Le général Park est resté au pouvoir pendant des années et Park a développé la nation. La Corée du Sud, qui à peine avait $1,20 par jour de PIB, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, à 33 000 $ de PIB, est contributeur au niveau. Donc, en fait, dans ce problème, permettez-moi de dire la chose suivante. Il ne faut pas poser l'équation selon laquelle militaire égale nécessairement dictature. Non, je pose la question. Moi, je pose juste la question. La manifestation du pouvoir aujourd'hui, c'est celle... Ce dont nous avons besoin, c'est d'un patriotisme. C'est le patriotisme qui prévaut. Vous pouvez avoir, en fait, des militaires qui sont au pouvoir, mais qui ne soient pas des patriotes. Ça peut exister. Mais la probabilité d'avoir des patriotes est beaucoup plus élevée chez les militaires que vous en aviez chez les civils. Y compris s'il induit la mise en parenthèse des libertés publiques. Mais qu'est-ce que vous appelez les libertés publiques? Ce que j'appelle, professeur, vous êtes professeur. Oui, bien sûr, j'entends très bien. Ce que j'appelle liberté publique, professeur, c'est quand on n'a plus le droit de manifester, c'est quand on n'a pas le droit de critiquer le président, c'est quand il n'y a plus de pluralité d'opinion politique, c'est quand les partis d'opposition sont interdits. Alors, ces partis d'opposition, on est dans un régime exceptionnel. Vous voulez, en fait, cette liberté? Si c'est là, cette liberté d'expression, alors je dis, dans ce cas, je suis pour. D'accord. Je suis pour une stabilisation d'une situation avant qu'on ne s'exprime. Un peu comme il vient de le dire, un peu comme la France l'a fait à une autre époque. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis pour une stabilisation. Très bien. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin des partis politiques qui doivent se mettre à déstabiliser justement l'évolution dans laquelle on s'inscrit.
Absolument. C'est une opinion, mais c'est votre. Bien sûr qu'il y a une totalement, c'est votre opinion. Absolument. Absolument. Et fondée. Totalement. C'est son opinion. Ce n'était pas. Enfin bon, je voudrais pas reprendre tout ce qu'a dit le professeur. Il est très très éloquent sur la situation d'aujourd'hui. Il est clair que si jamais nous sommes dans cette situation dans les pays en question aujourd'hui, c'est-à-dire Mali, Niger et Burkina Faso, et peut-être d'autres demain, c'est parce que l'Occident a eu peur de l'islamisation et qu'ils ont considéré qu'il fallait protéger les populations de l'islamisation croissante. C'est quand même ça qui est l'origine. Qui est l'origine. L'origine, pour moi. On peut faire. On va faire cette émission sans langue de bois. Je vais vite. Je vais aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire que après, à partir du moment où il y a une armée quelque part, je dis, et je n'ai pas changé d'opinion sur le sujet depuis maintenant 60 ans sur le sujet. Donc c'est quand même. À partir du moment où il y a une armée quelque part, l'armée de libération devient armée d'occupation. Oui, mais par conséquent, à partir du moment où il existe une armée d'un pays, quel qu'il soit, française ou on verra après si les Chinois font la même chose, etc. Bon, à partir du moment où vraiment, on ne peut pas concevoir les rapports entre des États sur l'idée qu'une armée est présente chez l'autre et soi-disant pour la libérer. Et donc je pense que le vice important des pays qui ont eu ces coups d'État aujourd'hui, c'est l'existence d'une armée d'occupation. Une armée d'occupation de fait. Mais voilà. ça amène alors ce qui me gêne dans ce que dit le professeur, c'est qu'effectivement, et c'est pour ça que je parle de sensibilité judéo-chrétienne helléno-latine, si vous voulez, c'est que pour moi, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de manifester, etc., est quelque chose de constitutif. L'idée, pour moi, de considérer qu'un pays qui n'a pas ça est un pays qui a choisi une voie démocratique différente de la mienne, qui y ait des élections, qui n'y ait pas d'élections, qui y ait machin, on peut tout dire. On peut tout dire, mais disons que lorsque j'arrivais en Libye et que je lisais sur en anglais, parce que Kadhafi l'avait mis en anglais, la démocratie, c'est le peuple qui est souverain, qui décide. Il n'y a pas besoin d'élection puisque le peuple c'est moi. D'être tranquille. Oui. Mais j'ai quand même souvenir de ça. Mais très rapidement, il y a un point important que vous avez évoqué, mais sur lequel il est important de revenir. Vous dites l'erreur de l'armée française qui s'est transformée en armée d'occupation, c'est d'avoir voulu protéger ces États de l'islamisation. Franchement, dites-nous, Loïc Lefebvre-Prigent, les différentes opérations, Serval, Barkhane, etc., tout ça, c'était pas altruisme, c'était pour protéger le Sahel de l'islamisme. C'était ça, c'était le seul intérêt pour la France. C'est le seul intérêt. C'est pas le seul intérêt. Non, attendez. Je vous dis, pour moi, si c'est la France n'avait aucun autre intérêt. Autre que. Quel intérêt? Dites-moi quel intérêt? La France en tant que telle. La France en tant que telle n'a absolument pas de dépendance. Mais s'il n'y a pas un intérêt, pourquoi ça pose problème quand on leur dit de partir? Pourquoi ça pose problème quand on leur dit? Parce que si jamais l'AQMI et c'est Al-Qaïda envahissait ces pays, le Sahel, on avait le sentiment que ça allait être des bases pour nous attaquer nous. C'est ça le sujet. Vous le dites juste pas souci de politiquement correct ou c'est vrai, vous le pensez? Non, c'est ça la réalité. Et lorsque les militaires, je vais vous dire encore quelque chose, lorsque les militaires français, les jeunes militaires qui étaient au Niger, venaient me voir en me disant, voilà, nous sommes partis au Niger, nous sommes restés longtemps, nous sommes pour... et ils disaient, bon, c'est bien pour défendre les mines d'uranium. Je disais, non, on s'en fiche, nous.
qui est des mines d'uranium-là, on en a. La France dépense des millions d'euros par jour juste pour protéger le Mali. Ok, d'accord. Disons que l'intérêt économique tel qu'il est montré sans arrêt par mes amis africains, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ça a été vrai à un moment. Oui. Ça n'est plus vrai depuis maintenant. Vous allez lui répondre juste après la pause. Juste après une courte pause, vous aurez le temps de répondre à ce que Loïc Lefort, président, vient de dire. Et que j'ai du mal, moi aussi, à croire. Bien sûr, vous avez du mal. Mais oui, j'ai du mal. Non, mais on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.